Bienvenue sur la suite de la lecture de Nunu de la semaine dernière. C'était un passage du yoga tibétain du rêve et du sommeil que je t'ai lu. Et là, je vais te lire la suite de ce passage. Justement, on avait parlé des 4 pratiques préliminaires pour faire des rêves lucides selon le yoga du rêve. Et en fait, ces 4 pratiques préliminaires, je t'en avais déjà lu une. Qui était modifier les empreintes karmiques, parce que selon le yoga du rêve, en fait, les rêves en fait sont le résultat de toutes nos empreintes karmiques, donc de notre karma. Et en fait, dans un premier temps, il faut modifier ces empreintes karmiques, c'est-à-dire cesser de réagir, d'être en réaction dans nos vies. Donc ça, c'était la première pratique, c'est modifier les empreintes karmiques. Donc du coup, maintenant, je vais te dire la deuxième pratique préliminaire au yoga du rêve. Donc, pratique 2, supprimer la saisie et le rejet. La deuxième pratique préliminaire agit pour diminuer davantage la saisie et le rejet. Alors qu'on applique la première pratique à l'instant de la rencontre avec l'objet, avant que la réaction se déclenche, la deuxième pratique est mise en œuvre une fois la réaction déclenchée. Fondamentalement, l'objectif est le même dans les deux cas. Mais la différence entre les deux pratiques tient à la situation dans laquelle on les applique et à l'objet sur lequel on porte l'attention. Dans la première, la conscience lucide et le fait de considérer que tout phénomène est onirique sont orientés vers tout ce qui est rencontré, objet des sens, événement intérieur, le corps lui-même, etc. La deuxième pratique oriente la même conscience lucide vers les réactions teintées d'émotions qui répondent aux éléments de l'expérience. Idéalement, il faudrait pratiquer dès que la saisie ou le rejet naissent face à un objet ou à une situation. L'esprit avide peut réagir sous forme de désir, colère, jalousie, orgueil, envie, chagrin, désespoir, joie, angoisse, dépression, peur, ennui ou toute autre émotion. Lorsqu'une réaction s'élève, souvenez-vous que vous-même, l'objet, et votre réaction sont un rêve. Pensez. Cette colère est un rêve. Ce désir, cette indignation, ce chagrin, cette exubérance, c'est un rêve. La vérité de cette affirmation devient évidente quand vous observez le processus intérieur qui produit l'émotion. Vous la créez littéralement de toutes pièces, à travers une interaction complexe de pensées, d'images, d'états corporels et de sensations. La réaction émotive n'est pas inhérente à l'objet. L'émotion naît, est vécue et prend fin en vous. Le nombre de stimuli auxquels vous êtes susceptible de réagir est infini. L'attirance peut s'élever à la vue d'une belle femme ou d'un bel homme. La colère quand un automobiliste vous coupe la route, l'écœurement ou le chagrin à la vue d'un environnement en ruine, l'anxiété ou le souci à propos de la situation de quelqu'un, et ainsi de suite. Il faut se rendre compte que chaque situation et chaque réaction sont rêvées. N'appliquez pas simplement cette phrase à un fragment de votre expérience. Essayez de ressentir vraiment la qualité onirique de votre vie intérieure. Quand vous ressentez réellement que tout est un rêve, au lieu de seulement le penser, le rapport à la situation change. La mainmise forte et émotive sur le phénomène se relâche. La situation devient plus claire et plus ouverte. La saisie et la répulsion sont directement reconnues comme les étranglements inconfortables qu'elles sont en vérité. C'est un antidote puissant à l'état quasi obsessionnel et possessif créé par les émotions négatives. Avoir l'expérience directe et indiscutable que cette façon de procéder dénoue le nœud de l'émotion négative est le début de la vraie pratique de lucidité et de souplesse qui conduit à la liberté. Avec une pratique régulière, même les états de forte colère, de profonde dépression et d'autres afflictions peuvent céder. Lorsqu'ils apparaissent, ils se dissolvent. Les enseignements se réfèrent généralement à cette deuxième pratique préliminaire comme à une méthode pour renoncer aux attachements.
On peut y renoncer de façon saine ou malsaine. Cela n'avance pas à grand-chose de supprimer les désirs. Ils sont transformés en agitation intérieure ou extériorisés sous forme de condamnation et d'intolérance. On travaille aussi à l'encontre du développement spirituel en essayant de fuir la douleur par la distraction ou en raidissant le corps pour étouffer l'expérience. Il peut être sain de renoncer à la vie temporelle pour devenir moine ou nonne, mais il peut être malsain d'essayer d'échapper aux expériences difficiles en les supprimant ou en les évitant. En fait, ce qui peut être... pour un occidental, ça peut être très difficile de comprendre des textes de ce type-là. C'est pas évident de se dire, attends, là, il y a telle situation, j'y réponds avec de la colère, je suis dans un rêve. Ça paraît pas facile, en fait, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Donc, il y a une autre façon de voir les choses et d'agir mais en changeant les mots qu'on emploie. Tout simplement, rappelle-toi qu'à chaque fois qu'il y a une situation qui survient dans ta vie et que tu y réagis sous le coup d'une émotion, par exemple sous le coup de la colère, c'est parce qu'à un moment donné, dans ton inconscient, il y a une croyance, tu as été programmé à un moment donné de ta vie pour réagir de cette façon. Et en fait, en fonctionnant de cette façon, ça va nous parler beaucoup plus à nous occidentaux. Parce que tu te dis quoi? Tu te dis c'est à chaque fois que, par exemple, là il parlait d'une voiture qui te coupe la route, tu réagis avec énormément d'agressivité, de colère ou de haine même carrément, parce que quand on voit des fois certaines personnes au volant, on se dit mais c'est improbable les réactions incroyables qu'il peut y avoir. Dis-toi que si tu réagis tout le temps de cette façon, c'est parce que tu as un programme en toi. Il y a un programme, telle situation, bim, déclenchement, émotion, bim, réaction. Et en fait, en te disant que tu es programmé comme un robot, que là, en faisant ça, tu agis comme un robot, tu vas pouvoir commencer déjà à observer, à te dire, ah ok, donc là, hop, situation, émotion, réaction. Ok, ça s'appelle un programme. Donc là, je suis un robot. Et en fait, en te disant ça, déjà, tu observes et déjà, tu peux prendre du recul par rapport à la situation. Et en faisant ça, tu peux commencer à te dire, ah ben non, j'ai pas envie d'agir comme un robot. J'ai pas envie d'être un robot programmé. Donc là, tu peux commencer à te dire, bon, comment j'aimerais agir? Qui j'ai envie d'être dans cette situation? Et c'est beaucoup plus simple, je pense, pour nous occidentaux, de, si tu veux, remplacer le je suis dans un rêve par c'est une croyance limitante, ou c'est un programme. Tu vois un peu le truc? Ok, donc là on va passer à la pratique 3. J'en étais où? Non, je sais plus. Le yoga occupe... Oui, c'était la petite fin de la pratique 2. Donc le yoga du rêve coupe l'attachement en réorganisant la perception et la compréhension de l'objet ou de la situation. En changeant la façon de voir et en permettant ainsi aux pratiquants de percevoir à travers l'apparence illusoire de l'objet sa réalité radieuse, lumineuse. À mesure que la pratique progresse, les objets et les situations ne sont plus seulement expérimentés avec une clarté et un éclat plus grand, mais ils sont aussi reconnus comme éphémères, immatériels, passagers. Cela nivelle l'importance relative des phénomènes et diminue la saisie et la répulsion basée sur la préférence. Ok, donc la pratique 3, c'est renforcer la résolution. Le troisième préliminaire consiste à passer la journée en revue avant de s'endormir et à renforcer la résolution de pratiquer pendant la nuit. En vous apprêtant à dormir, laissez s'élever les souvenirs de la journée. Considérez comme un rêve ce qui vient à l'esprit, quoi que ce soit. Les souvenirs les plus susceptibles d'apparaître sont ceux d'expériences suffisamment fortes pour affecter les rêves à venir. Pendant cette récapitulation, essayez de considérer les souvenirs qui se lèvent comme des souvenirs de rêve. Le souvenir est vraiment très semblable au rêve. Une nouvelle fois, il n'est pas question d'un étiquetage automatique, d'une répétition rituelle sans fin de « c'était un rêve ». Essayez de comprendre véritablement la nature onirique de votre expérience, les projections qui la soutiennent, et sentez la différence que cela fait d'envisager l'expérience comme un rêve. Prenez ensuite la forte résolution de reconnaître les rêves de la nuit pour ce qu'ils sont. Que votre détermination de savoir directement et clairement que vous rêvez
lorsque vous êtes en train de le faire, soit la plus puissante possible. La résolution est comme une flèche que la conscience peut suivre dans la nuit. Une flèche qui pointe directement sur la lucidité dans le rêve. La phrase tibétaine que nous employons pour engendrer l'intention se traduit par envoyer un vœu. C'est dans cet esprit que nous prions et formulons des résolutions, et que nous les adressons à nos maîtres ainsi qu'aux Bouddhas et aux divinités, en promettant d'essayer de rester dans la conscience et en sollicitant leur aide. Il existe d'autres pratiques réalisables avant l'endormissement, mais celle-ci est accessible à tous. Donc en gros, c'est vraiment avoir la ferme intention, avant de s'endormir, de prendre conscience qu'on rêve, en faisant un exercice simple qui est de se repasser sa journée comme si c'était un rêve. Pour tout simplement se préparer à reconnaître qu'on va être en train de rêver, quoi. Ok, donc la pratique 4. Cultiver la mémoire et l'effort joyeux. La 4e pratique préliminaire commence dès le réveil, au matin. Elle continue à entretenir la puissance de la résolution et renforce aussi la capacité à se souvenir des événements de la nuit. Commencez par passer la nuit en revue. Le mot tibétain qualifiant cette préparation est « remémoration ». Avez-vous rêvé ? Étiez-vous conscient de rêver ? Si vous avez rêvé, mais n'avez pas atteint la lucidité, réfléchissez ainsi. J'ai rêvé sans reconnaître le rêve comme tel, mais c'était un rêve. Décidez la prochaine fois que vous ferez un rêve, de devenir conscient de sa vraie nature pendant que vous serez dans le rêve. Si vous trouvez difficile de vous souvenir des rêves, il peut être utile dans la journée et particulièrement avant le sommeil, de générer la forte détermination de le faire. Vous pouvez aussi transcrire vos rêves sur un bloc-notes ou les enregistrer. Cela renforcera l'habitude de traiter vos rêves comme des objets de valeur. L'acte même de préparer le bloc-notes ou l'enregistreur pour la nuit sert de support à la volonté de se rappeler le rêve ou le réveil. Quand cette volonté est présente et soutenue, ne serait-ce que pendant quelques jours, il n'est pas difficile de se souvenir de ses rêves. Si vous avez un rêve lucide, soyez joyeux de cet accomplissement. Sentez-vous heureux de pratiquer et décidez d'accroître la lucidité pour la nuit suivante. Continuez à faire grandir votre résolution d'accomplir la pratique, en prenant les succès et les échecs comme des occasions de la rendre encore plus puissante. Et sachez que même votre résolution est un rêve. Finalement, le matin, décidez fermement de pratiquer assidûment durant la journée. Et priez de tout votre cœur pour le succès. La prière est comme un pouvoir magique que nous possédons tous et oublions d'employer. Cette pratique rejoint la première pratique fondamentale, reconnaître toute expérience comme un rêve. De cette façon, le yoga du rêve devient ininterrompu dans la ronde des jours et des nuits. Donc ça c'était les 4 pratiques, yes. Donc, persévérance. Les 4 préparations aux étapes ultérieures du yoga du rêve ont une importance inestimable. Elles sont bien plus puissantes qu'il n'y paraît. De plus, elles sont accessibles à tout le monde. Davantage axées sur la psychologie que beaucoup d'autres pratiques. Elles ne présentent pas de difficultés pour le pratiquant. Faire seulement un exercice avant de se coucher est sans doute inefficace. Mais la pratique assidue des 4 préparations pendant la journée rend bien plus facile l'accès à la lucidité dans le rêve. Et ensuite le passage à d'autres pratiques. En s'adonnant à ces dernières, tout ce qui survient est l'occasion de revenir à la présence. Ce qui sera très bénéfique dans la vie quotidienne et conduira au succès dans le yoga du rêve. Vous ne devez pas être découragé si vous n'avez pas de résultat immédiat. Même s'il vous faut pratiquer longtemps avant d'être lucide dans le rêve. Ne pensez pas que vos efforts sont inutiles ou que vous n'y arriverez pas. Souvenez-vous de votre manière d'agir et de penser quand vous aviez 10 ans et comparez-la à votre comportement actuel. Le changement est permanent.
Ne vous enlisez pas dans la croyance que les difficultés éprouvées aujourd'hui persisteront demain. Sachant que tout change, vous ne devez pas croire que la façon dont les choses se manifestent maintenant doit persister. Sachant que tout change, vous ne devez pas croire que la façon dont les choses se manifestent maintenant doit persister. Okay. Apprécier le caractère vivant, lumineux et onirique de la vie permet à votre expérience de devenir plus spacieuse, plus légère et plus claire. Quand on a acquis la lucidité dans le rêve et l'état vigile, on est bien plus libre de façonner la vie positivement et de renoncer enfin à toutes les dualités et préférences pour demeurer dans la présence non duelle. Ok, donc là en fait après bon il y a un chapitre mais qui est un peu en mode un peu technique, les positions qu'il faut adopter, blabla, etc. Ça m'intéresse pas trop, donc je vais pas te lire ça. Je vais passer direct au chapitre qui s'appelle lucidité. Donc lucidité. Si quelqu'un nous annonce avoir passé plusieurs années en retraite, nous sommes impressionnés et à juste titre. Ce genre d'effort est nécessaire pour atteindre l'éveil. Mais il peut sembler irréalisable dans notre vie active. Nous pouvons souhaiter faire la retraite traditionnelle de 3 ans et penser que les circonstances ne le permettront jamais. En réalité, nous avons tous la possibilité de pratiquer tout autant. Dans les 10 prochaines années de notre vie, nous allons passer plus de 3 ans à dormir. Les rêves ordinaires peuvent nous apporter de ravissantes expériences et aussi nous faire ressentir la colère ou la jalousie ou la peur. Peut-être devons-nous vivre ces émotions. Nous n'avons cependant pas besoin de faire en sorte d'intensifier par nos actions le penchant habituel à être attaché aux émotions et aux imaginations et à les laisser nous submerger. Pourquoi ne pas pratiquer plutôt la voie avec un grand V? Ces 3 ans de sommeil peuvent être passés à pratiquer. Dès lors que la lucidité est stable, toute pratique peut être accomplie en rêve, et pour certaines avec plus d'efficacité et davantage de résultats que lorsqu'elles sont faites dans la journée. Le yoga du rêve augmente la capacité que nous avons tous de rêver lucidement. Dans ce contexte, le rêve lucide est celui où la personne qui le fait a conscience de rêver pendant qu'elle rêve. Beaucoup de personnes, peut-être la plupart des gens, ont fait au moins une fois l'expérience du rêve lucide. Elle a pu se produire lors d'un cauchemar dans lequel, s'étant rendu compte que l'on rêvait, on s'est réveillé pour en sortir. Ou bien, ce ne fut qu'une expérience inhabituelle. Certains font régulièrement des rêves lucides sans en avoir du tout l'intention consciente. Lorsque les pratiques préliminaires et principales sont intégrées à la vie du pratiquant, les rêves lucides ont lieu avec une fréquence croissante. Lorsque les pratiques préliminaires et principales sont intégrées à la vie du pratiquant, les rêves lucides ont lieu avec une fréquence croissante. Rêver lucidement n'est pas en soi le but de la pratique. C'est néanmoins une évolution importante sur la voie de ce yoga. Il existe de nombreux niveaux différents dans le rêve lucide. Au niveau superficiel, on peut réaliser que l'on est dans un rêve, sans pouvoir agir sur lui et sans avoir beaucoup de clarté. La lucidité est trouvée, puis perdue. Et la logique du rêve prévaut sur l'intention consciente du rêveur. Ça m'arrive très, trop, beaucoup, souvent. À l'autre extrémité de la progression, les rêves lucides peuvent être extraordinairement vivants, semblant plus réels que la réalité diurne ordinaire. Avec l'expérience, on acquiert davantage de liberté dans le rêve, et l'on dépasse les limites de l'esprit, jusqu'à faire littéralement tout ce à quoi l'on peut penser. Tout ce à quoi l'on peut penser. Certes, le rêve ne se déroule pas dans la même dimension de réalité que l'état de veille. S'offrir une nouvelle voiture en rêve n'empêche pas qu'il faille prendre l'autobus pour aller travailler le lendemain matin. On peut en ce sens trouver les rêves insatisfaisants. Ils ne sont pas réels.
entre guillemets, c'est mis. Le réel est mis entre guillemets. Les effets du rêve peuvent cependant se faire sentir dans l'état de veille, en permettant d'achever des tâches psychologiques inachevées ou de surmonter des difficultés énergétiques. Chose encore plus importante, le rêve permet de défier et de dépasser les limitations de l'esprit. Dans ce cas, nous développons la flexibilité de l'esprit, ce qui est très important. Pourquoi la flexibilité de l'esprit est-elle si importante? Parce que les rigidités de l'esprit, les limitations dues aux vues erronées qui masquent la sagesse et restreignent l'expérience, nous prennent au piège des identités illusoires et nous empêchent de trouver la liberté. Je souligne tout au long de ce livre combien l'ignorance, la saisie et la répulsion nous conditionnent et nous immobilisent dans les tendances karmiques négatives. Nous devons, pour progresser sur le chemin spirituel, amoindrir la saisie et la répulsion jusqu'à ce que nous puissions percer l'ignorance qui les fonde pour découvrir la sagesse qu'elle cache. La flexibilité de l'esprit, lorsqu'elle est acquise, nous permet de vaincre la saisie et la répulsion. Elle nous permet de voir les choses de façon nouvelle et d'avoir des réponses positives, au lieu d'être menés à l'aveuglette par nos réactions habituelles. Donc là, on peut vraiment comparer, pour reprendre l'exemple dont je parlais tout à l'heure, on peut vraiment comparer les empreintes karmiques négatives dont on parle dans le bouddhisme à ce que nous, en Occident, on appelle les croyances limitantes. On est vraiment en train de parler de ça, ou les programmations négatives qu'on a pu avoir en fait enregistrées quand on était enfant, quoi. Donc en fait, une fois de plus, c'est une question de sémantique, mais on peut très facilement comprendre de quoi il s'agit quand on adapte ça en fait à notre culture avec le vocabulaire de notre culture en fait. Parce que pourquoi je te dis ça? Parce que moi en fait le karma c'est quelque chose qui ne me parle pas du tout. Non pas que j'y crois pas en tant que tel, mais simplement je crois pas que il est temps de pouvoir que ça, dans le sens où pour moi, dans mon expérience et dans mes croyances du coup, le point de pouvoir il est vraiment ici et maintenant, dans l'instant présent. Donc toute ta puissance elle est là maintenant. Je crois pas dans le fait qu'on soit complètement des pantins dans les mains du karma ou du destin, etc. Alors, ça demande une certaine conscience, parce que oui, il y a peut-être des personnes qui se laissent balloter de cette façon, et là on peut peut-être parler du coup de karma, mais en tout cas, pour moi, le vrai... ça a coupé. Donc je te disais qu'en gros... la vraie prise de conscience pour moi elle est vraiment dans le fait d'intégrer que le pouvoir il est maintenant, quoi. Il est maintenant, c'est ici et maintenant. T'as le pouvoir de changer les choses, t'as le pouvoir de cesser de réagir à des situations, de cesser d'être dans la réaction. Bon, je sais pas pourquoi ça a coupé, bon bref, c'est reparti. Alors du coup je sais pas à combien de minutes j'en suis, mais c'est pas grave. Je ne sais plus où j'en étais. Elle nous permet de les voir les choses, des réponses au lieu d'être... Voilà. Des personnes différentes partageant la même situation réagissent différemment. Certaines sont plus avides que d'autres. Plus la saisie, cette réaction due au conditionnement karmique est importante, et plus nous sommes soumis aux circonstances que nous rencontrons. Si nous avons assez de souplesse, nous ne sommes plus dirigés par le karma. Des personnes différentes, partageant la même situation, réagissent différemment. Certaines sont plus avides que d'autres. Plus la saisie, cette réaction due au conditionnement karmique, est importante, et plus nous sommes soumis aux circonstances que nous rencontrons. Si nous avons assez de souplesse, nous ne sommes plus dirigés par le karma. Le miroir ne choisit pas ce qu'il reflète. Toute chose est libre d'apparaître et de s'en retourner dans sa nature pure. En ce sens, le miroir est flexible, parce qu'il ne saisit pas et ne rejette pas. Il n'essaye pas de retenir un reflet, ni d'en interdire un autre. Nous n'avons pas cette souplesse parce que nous ne comprenons pas que tout ce qui apparaît à la conscience n'est que le reflet de notre propre esprit. Et une fois de plus, si tu veux connaître tes croyances limitantes, tu as juste à regarder ta vie. Tu regardes ta vie, tout simplement. S'il y a des domaines de ta vie dans lesquels tu n'es pas épanoui, ça veut dire
que tu as des croyances limitantes à la base. Si par exemple, je sais pas moi, tes relations sociales sont désastreuses, c'est parce qu'à la base, tu as des croyances limitantes. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Tu peux avoir la croyance limitante que tu es quelqu'un de timide, que t'es pas à l'aise avec les gens, etc. Mais tout ça, c'est des croyances limitantes auxquelles qu'on choisit d'accepter, en fait. Qu'on choisit tout simplement d'accepter. Bref. Non, nous n'avons pas cette souplesse. Ok. Dans le rêve lucide, nous nous exerçons à transformer tout ce qui survient. Il n'existe pas de frontière qui ne puisse être franchie en rêve. Nous pouvons faire tout ce qui nous vient à l'esprit. Transgresser les limites habituelles de notre expérience assouplit de plus en plus l'esprit. Nous développons d'abord la lucidité, puis la flexibilité que nous appliquons ensuite à toute notre vie. Ça c'est intéressant cette phrase. Que plus du coup tu développes la flexibilité en rêve, plus tu vas devenir flexible dans ta propre vie. C'est super intéressant. Nos identités habituelles nous inhibent. Alors, nos identités habituelles nous inhibent moins lorsque nous savons les transformer et les abandonner. Nos perceptions habituelles nous contraignent moins lorsque nous savons qu'elles sont relatives et malléables. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant si on applique ça. Si on applique ça, si on le comprend et si on le traduit avec notre propre langage, quoi. De même que les images oniriques peuvent être transformées au cours du rêve, les émotions et les limitations conceptuelles peuvent être transformées à l'état de veille. Connaissant la nature onirique et malléable de l'expérience, nous pouvons changer la dépression en bonheur, la peur en courage, la colère en amour, le désespoir en foi, la distraction en présence. C'est de l'alchimie émotionnelle. Ce qui est malsain, nous pouvons le changer en sain. Ce qui est sombre, nous pouvons le changer en lumière. Ce qui est restreint et solide, nous pouvons le changer en ouvert et spacieux. Défiez les limites qui vous contraignent. L'objectif de ces pratiques est d'intégrer la lucidité et la flexibilité à chaque instant de la vie et d'abandonner notre façon fortement conditionnée d'ordonner la réalité, de produire du sens, d'être pris par l'illusion. Du coup, en fait, je sais pas du tout ça fait combien de temps que je suis en train de lire, puisque vu que j'ai coupé 15 fois. C'est long après ou pas? Ouais, c'est un peu long. C'est un peu long. Développer la flexibilité. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'en fait le chapitre d'après il est un peu long, mais c'est vrai que là ça devenait vraiment intéressant. Du coup, je sais pas si je continuerai sur ce livre la semaine prochaine ou sur d'autres parce qu'en fait, je sais pas, je crois que je l'avais dit sur la chaîne, j'ai un pacte. À chaque fois que je fais un rêve lucide, je m'achète un livre sur le rêve lucide, c'est ma récompense. Et en fait, du coup, autant te dire que là j'ai eu pas mal j'ai dû commander pas mal de livres ces derniers temps parce que j'ai fait un certain nombre de rêves lucides. Donc c'est très bien, c'est une très bonne chose. Mais donc du coup, j'ai pas mal d'autres livres qui ont l'air super intéressants. Donc bref, je sais pas, je verrai la semaine pro ce que je fais. Est-ce que je lis ça ou pas? Ou est-ce que il y a aussi un passage sur le sommeil, ça a l'air intéressant. Il y a quoi? Il y a quand même pas mal de trucs à la fin qui ont l'air cool. Je vais le lire, je vais le finir et puis je vais voir s'il y a des passages qui sont dignes d'intérêt. Enfin, ils le sont certainement tous, mais en tout cas que j'ai envie de lire, qui m'intéressent plus. Ok. À la fin, à la limite, ouais, il y a le résumé des pratiques du yoga du rêve. Résumé des pratiques, ouais, ok. Bon, éventuellement, ouais. Peut-être la semaine pro. Ok, on verra. Ok. Bon, bah, sur ce, très bien. J'espère que tu as apprécié cette petite lecture. Et puis, bah, du coup peut-être la semaine pro, je continue là-dessus ou je changerai de livre. Je verrai. Et sur ce, je te dis bonne nuit. Ciao.